Cette réforme des permis de construire, elle était d'un côté assez nécessaire, c'est vrai, parce qu'il y a peut-être des simplifications à faire. C'est vrai que le nombre d'autorisations d'urbanisme, le nombre de types était important, hein, puisque on était sur une législation qui était assez touffue. Au niveau national, assurément, puisqu'il y avait un certain nombre de désordres pour les particuliers, notamment qui demandaient des permis de construire, notamment en termes de délai d'instruction. Il était absolument anormal que des gens attendent 8 mois, 10 mois, 1 an avant d'avoir une autorisation de construire. Je crois qu'il fallait faire une réforme, mais si vous voulez, dans ce malheureux pays, quand il y a des choses qui marchent, à peu près, mais qui marchent, on s'empresse de les réformer pour faire plus compliqué. Pour nous, ça a amené plutôt plus d'interrogations, plus de difficultés, parce qu'il a fallu appréhender l'ensemble des dossiers, s'approprier toutes les problématiques relatives à tous ces documents qu'il nous fallait prendre en compte, et puis créer surtout un nouveau relationnel avec les services de la DDE. Pour nous, à notre sens, non, parce que, avec un peu de recul maintenant, une fois qu'on a appréhendé un peu la réforme, il y avait certainement plus de contacts, et de contacts humains, je parle, et de vrais contacts professionnels avec les services de l'État, à l'occurrence la DDE. Pour nous, la réforme n'était pas du tout nécessaire. Je pense qu'il fallait faire une réforme, effectivement, puisque le droit de l'urbanisme a terriblement évolué depuis 30-40 ans, et c'était, à mon sens, un empilement de textes qui faisait que l'utilisation du droit de l'urbanisme en matière de construction posait quand même un certain nombre de problèmes. Et je dirais qu'un des gros avantages de cette loi dite de simplification, ça a été de simplifier l'ensemble des textes et d'avoir une clarté sur cet ensemble. Très honnêtement, je ne le crois pas. J'ai un exemple tout simple, pour une déclaration préalable, là, il nous faut remplir effectivement, ou il faut effectivement que le porteur de projet remplisse quand même des documents et des documents. C'est vrai qu'on était dans un système où on avait 11 régimes d'autorisation, 5 de déclaration, et on a voulu fusionner ça en 3 permis. 3 autorisations simples, construire, aménager, démolir. Dans le principe, c'était parfait. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, ces 3 autorisations se déclinent en un certain nombre de sous-autorisations qui vont finalement revenir à peu près au même. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, simplifier, ça veut dire simplifier. Ça ne veut pas dire compliqué par rapport à... Si je prends un exemple, par exemple les permis de lotir, avant on avait 4 feuilles, maintenant on en a 7. Permis de construire, c'est pareil. C'est devenu compliqué. Alors avant, on nous a dit à la première réunion, vous aviez avant 11 demandes de permis de toutes sortes. Maintenant, vous n'en avez plus que 5. Ah, merci, seulement dans les 5, on a les 11. Alors, la réforme se voulait simplificatrice et en fait, elle l'est que par la diminution du nombre de formulaires. Je donne un exemple concret pour démontrer comme quoi la réforme ne simplifie en rien la tâche aux administrés. Pour une personne qui souhaiterait, par exemple, poser un Velux sur son habitation, il se doit de remplir un formulaire constitué de 7 pages avec une terminologie extrêmement complexe. À ce jour, non, ça ne le simplifie pas du tout. Au contraire, ça l'a énormément compliqué sur diverses choses, je veux dire. Ça l'a compliqué, ça l'a pas simplifié. Aujourd'hui, quels que soient les travaux, on a une définition parfaite du mode d'autorisation à utiliser et ça a simplifié terriblement ces demandes. Je les ai lus, oui, et je l'ai lu dernièrement encore, parce que j'ai essayé effectivement, avec un porteur de projet, de le remplir ensemble, et c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Les imprimés sont bien plus complexes qu'au préalable. Notamment, je prends l'exemple significatif de la déclaration de travaux qui tenait en 1 page, la déclaration de clôture, la modification d'aspect extérieur, qui aujourd'hui fait plusieurs feuillets.
Globalement, j'ai trouvé qu'ils étaient assez bien faits et dans ce sens, je trouve un côté plutôt positif à cette réforme. Et je vous le redis, le fait qu'il y ait eu toute une nomenclature qui était bien définie pour tous les types de travaux, pour moi, ça a été un élément essentiel qui a évité des discussions entre les pétitionnaires et les services qui font les instructions de dossiers derrière. Sur le délai d'instruction, je crois que c'est un point sur lequel nous pouvons nous retrouver. Il est beaucoup trop court. En moyenne, le délai d'instruction est de 4 jours, ce qui ne nous laisse pas le temps, nous les élus, des petites communes ou des communes moyennes en ce qui me concerne, pour instruire avec suffisamment de recul et de qualité ces dossiers. Et c'est vrai que répondre en 4 ou 5 jours à l'instruction des dossiers, pour nous, c'est quasiment mission impossible. Au niveau de la rapidité de ce que désiraient les services de l'État, oui, bien sûr, le service est rempli. Ça va beaucoup plus vite. Mais est-ce mieux instruit? Est-ce mieux ordonné? Est-ce mieux organisé? Je ne pense pas du tout. On le voit avec les permis, les documents qui reviennent tacites, qui souvent, on peut même se demander si les personnels ont pris le temps de les instruire. Auparavant, même si on avait des délais de 3, 4, 5, 6 mois, voire 9 mois sur La Rochelle, il y avait quand même le contact avec les personnels de l'État où on discutait, les dossiers revenaient, il y avait des échanges. Aujourd'hui, je pense que ces échanges, on les a complètement perdus. Les dossiers nous reviennent, sont tacites, voilà. Les délais d'instruction, parfois, ils sont longs parce que c'est non pas normal, parce que les situations sont suffisamment compliquées pour que l'administration ait suffisamment de temps pour y répondre. Donc la difficulté pourrait être de trop contraindre l'administration dans des délais trop courts. On s'attend à avoir un certain nombre de problèmes. Et notre responsabilité est engagée et nous devons attester d'inconformité dans des secteurs de zones à risque. Notamment sur Rochefort, nous avons un risque de submersion marine qui va nous obliger à aller sur place pour mesurer notamment les cotes de plancher des constructions, ce qui nous posera un certain nombre de soucis. S'il n'y a pas de contrôle, c'est coincé. Il va y avoir automatiquement du dérapage. Et si vous avez une personne qui dérape, une porte-fenêtre par exemple, mais ça, où c'est interdit, le voisin va déposer un permis de construire. Les mêmes, pratiquement. On va lui refuser la baie vitrée, façade principale. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais monsieur le maire, comment ça se fait? Lui, il a eu le droit, et moi, j'ai pas le droit. Ah, ben voilà, et ça y est, on est parti. Contrôler les constructions, nous y serons un peu obligés si on est un minimum soucieux de la qualité d'urbanisme que nous voulons pour nos collectivités. Donc nous devrons nous donner les moyens de le faire. Toutefois, les communes et mes collègues s'interrogent sur la portée de cette attestation et doivent dorénavant supporter la charge de la vérification des travaux qui jusqu'alors s'appuyaient sur les services de la DDE. Donc, encore une fois, c'est un problème de droit. À partir du moment où ces certificats d'achèvement des travaux seront délivrés, ne seront plus délivrés par les services de l'État, on peut toujours s'interroger sur la nature des contentieux qui pourront naître dans le futur. Ce qui me trouble un petit peu, c'est le système déclaratif. On est passé d'un système à un autre et le système déclaratif peut être gênant dans certaines mesures. À savoir qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un permis de construire est déposé, il n'y a plus l'obligation d'avoir le plan de l'ensemble des éléments qui constituent le futur habitat, de savoir si c'est un garage, si ce sont des constructions, ce qui fait que ça a des conséquences directes sur la CHOB et la CHON. Et derrière, il y a le côté fiscal qui
qui en découlent. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit mis un contrôle à l'échelon de la communauté d'agglomération beaucoup plus important qu'il ne l'est, parce que je crois qu'aujourd'hui, la communauté d'agglomération n'a mis en place qu'un seul agent pour contrôler l'ensemble des, peut-être deux, je ne sais plus, pour contrôler l'ensemble des permis sur le territoire de la communauté d'agglomération, ce qui me semble un petit peu léger. Alors, aujourd'hui, eu égard au prix des terrains, au prix du foncier, je dirais qu'on donne peut-être un peu la part belle aux tricheurs, et c'est là où je trouve qu'on aurait peut-être dû mettre en place un système de contrôle un petit peu plus marqué qu'il ne l'est. Nous ne sommes pas là non plus pour fliquer la population, et puis en plus de ça, pour dresser procès-verbal auprès de nos administrés. Vous comprenez bien ce qui va se passer. Une petite commune de 800 habitants, si on commence à agir et à gérer la population de ce type-là, tous les 4 matins, on viendra taper à la mairie et ça retombera directement sur les élus. Je comprends que l'État souhaite faire des économies et souhaite rationaliser ses coûts. Mais il n'a pas à le faire sur le dos des collectivités locales, puisque là, nous voyons bien que c'est un transfert de responsabilité. Donc que l'État souhaite rationaliser ses coûts, diminuer ses dépenses, je veux bien l'entendre. Je suis moi-même citoyen, donc c'est quelque chose que j'accepte assez, mais pas sur le dos des collectivités locales. Car inévitablement, en ce qui nous concerne, pour assurer une qualité du service public et de suivi par rapport aux dossiers qui nous sont confiés, ça va nous demander des moyens humains au-delà des moyens administratifs que nous évoquions tout à l'heure, à savoir les coûts générés par les envois en pli recommandés. Mais je crois que c'est surtout par rapport aux moyens humains que nous devrons mettre en place. Mais s'il y a une grande réforme à faire, elle n'est pas seulement au niveau de l'État. S'il y a une grande réforme à faire, elle est au niveau des collectivités. Tant que les communes étaient isolées, on imagine qu'une commune de 500 ou 1500 habitants n'a absolument pas les moyens de se payer son instruction. Par contre, l'intercommunalité a amené de nouveaux moyens. Et je crois que le plus important, ce qui est fondamental, c'est de faire prendre conscience aux maires et aux intercommunalités que s'il est une compétence essentielle qu'ils doivent prendre, c'est celle de l'urbanisme. Parce que si une commune ne peut pas le faire, naturellement, une communauté de communes commence déjà à avoir une masse critique. Une communauté de communes qui regroupe 15, 20 000 habitants a déjà une masse critique pour assurer sa propre instruction, pour créer une agence d'urbanisme et à plus forte raison un pays. Et j'imagine mal aujourd'hui qu'un pays, prenons le pays d'Aunis par exemple, qui regroupe près de 60 communes, qui va faire en gros 60 000 habitants, qui définit son SCOT, qui va définir donc sa cohérence territoriale avec ses grandes orientations, que chaque commune va faire un PLU qui va être en cohérence avec le SCOT, j'imagine mal qu'aujourd'hui, la suite ne soit pas assurée par le pays lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que le pays d'Aunis se dote d'une agence d'urbanisme. Ça me paraît terriblement urgent. C'est carrément un désengagement de l'État, ça pour moi c'est parfaitement clair. C'est une responsabilisation du pétitionnaire, ça c'est vrai, mais le système déclaratif, on le sait, autant au niveau des impôts que des mètres carrés à déclarer, eh bien, on a des tricheurs partout, et c'est fort dommage par rapport à un régime égalitaire qu'on souhaiterait, une égalité de traitement en fonction des mètres carrés construits. Donc effectivement, je trouve un petit peu dommage qu'on soit allé aussi loin et qu'il n'y ait pas derrière un côté contrôle qui existait avant, qui n'était pas forcément toujours exercé, mais qui était latent. Aujourd'hui, c'est un peu la totale liberté. Mais on a l'habitude de faire face effectivement aux défaillances du système ou aux défaillances effectivement de l'État. Les permis tacites, c'est pareil. Alors ça, c'est bien gentil, mais ça ouvre la porte à tous les contentieux. Le fait de conduire à des tacites sur des autorisations tacites sur 30, 40, peut-être 50% des cas, va générer autant de contentieux. On sait très bien qu'un tacite, par définition, recèle de multiples sources de contentieux. Donc on ne sécurise à rien, ni de la part du pétitionnaire, ni de la part de la commune ou de la collectivité. Moi, je fais une préinstruction ici à la mairie pour éviter qu'il y ait des... pour m'assurer qu'il y ait une certaine justice dans
l'obtention des permis de construire dans l'architecture, dans les règles d'urbanisme propres. Il faut que tous les pétitionnaires soient traités de la même façon. Un permis tacite, il peut très bien passer, contraire au PLU qui est en application. Ça ouvre à quoi? Ça ouvre au contentieux, tout de suite, c'est clair. Alors, nous